C'est ce qu'on appelle une salle remplie. Énergique, motivée. Mes chers amis, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver, vous le savez. À chaque fois, je veux vous remercier de continuer avec autant d'énergie à appuyer notre démarche, notre grande marche vers un projet de société qui est essentiel et que nous souhaitons enfin voir se réaliser au Québec. Merci de vous être déplacés en si grand nombre un dimanche. C'est la force de vos convictions, rappelons-le, qui nous a permis d'être aussi forts aujourd'hui. Rappelons-nous certains conseils nationaux où les résultats n'étaient pas les mêmes, mais on avait toujours cette conviction qui nous guidait. C'est ça notre force. Donc, parlant de conviction, évidemment, je veux saluer mes collègues, les députés, les porte-paroles, notre porte-parole nationale, Mégane, nos co-porte-paroles, vous les militants qui sont si nombreux, si énergiques. Je veux remercier tout particulièrement nos conférenciers parce qu'à date, c'est vraiment intéressant, là. On est tellement contents d'avoir pris ce sujet-là. Merci à la commission politique. Merci Camille. Merci à toute l'équipe. Donc, vraiment, là, merci à Thomas Bastien, Elena Bureau, Mélissa Généreux, Pierre Lavoie, France Légaré, René Whitmer. Il y a une autre conférence qui s'en vient tantôt, mais c'est très riche en contenu et c'est très motivant d'écouter autant d'intelligence et de rigueur sur ce qu'on peut faire dans le domaine de la santé. Parce que vous le savez, nous autres, au Parti québécois, on aime ça faire nos devoirs. Ça donne comme ça. On aime consulter les gens crédibles, des gens qui s'y connaissent, des gens qui permettent de bonifier nos propositions en matière de politique publique. Et cette approche, elle nous distingue parce que c'est tout le contraire d'un autre parti politique que vous commencez à connaître peut-être un peu trop bien. Nous sommes donc réunis aujourd'hui avec la chance d'entendre parmi les meilleurs spécialistes au Québec sur la question de la prévention, sur la question en fait de la santé. Poursuivre comme objectif la santé, et je pense qu'on peut dire avec certitude la chose suivante, il est impossible de penser qu'on va continuer dans le modèle actuel du réseau de santé. Donc ça nous oblige à de véritables réflexions vis-à-vis ce système qui est fondé, on l'entendait tantôt, là, sur le concept de maladie, sur la dimension curative, mais qui laisse peu de place à la santé elle-même. Ce système, il est rendu au bout du rouleau. Et le Parti québécois, s'il est élu, va faire un vrai virage. C'est ça la volonté aujourd'hui, c'est pour ça qu'on met autant d'efforts. Un virage vers la prévention, vers la santé des Québécoises et des Québécois comme objectif qu'on se donne tous. Donc, nous sommes bel et bien ici devant un changement de culture quand même imposant. Ce n'est pas un mince défi qui a été nommé par le passé, mais pas nécessairement réussi. Il faut voir cette question-là comme touchant tous les aspects de notre vie, et ça, mon discours, on l'a rédigé avant d'entendre les conférenciers, mais c'est rassurant, non seulement d'entendre exactement ce que nous, on percevait sans avoir cette expertise-là, mais entendre des experts qui mettent exactement les points sur les i pour nous guider pour la suite. Parce que, au fond, il faut être lucide, là. Les données qu'on a, c'est que la proportion de personnes sédentaires est en augmentation. On est passé de 32 % à 37 % de personnes sédentaires depuis 2015. Si on regarde les chiffres de l'obésité, c'est la même chose, 16 à 23 %. Les lumineux rouges devraient allumer partout, là. Puis là, je ne vous parle pas de la santé mentale, vous connaissez les données. Donc, on prend l'engagement de remettre notre nation en forme, de redonner la santé à la nation québécoise. C'est un objectif, donc, qui sera central lors de la campagne électorale de 2026, ce qui nous permet aujourd'hui de notamment nommer le sujet de la surprescription, qui est relativement nouveau dans le lexique politique. Mais ce n'est pas la première fois qu'on fait ça. Vous vous souviendrez, quand on a nommé en début d'année le temps d'écran, les réactions, c'était « le temps d'écran ». On se souviendra des commentaires parfois un peu respectueux de la CAQ qui ridiculisaient cette démarche-là. Nos spécialistes sur la surprescription sont très clairs qu'il y a vraiment de nombreux effets nocifs. On parlait tantôt, par exemple, des aînés qui prennent des somnifères, augmentation du risque de chute, diminution du niveau cognitif,
Mais on regarde aussi, ça touche en fait tous les éléments de la vie quotidienne des gens qui prennent trop de pilules et qui n'ont pas de manière de viser la santé, de s'affranchir de ces pilules-là. Et le plus troublant pour moi, c'est quand ça touche nos enfants et nos ados. Je trouve que c'est un message triste pour l'avenir de notre société si dès leur tout jeune âge, nos enfants sont déjà dans ce cycle de médication et de surprescription. C'est notre genre de dossier, c'est notre genre de question parce que ça porte sur l'avenir et nous, on a un parti qui réfléchit à l'avenir. Quand chez les 30 ans et moins, les demandes de remboursement pour des médicaments liés à la santé mentale ont augmenté de 24 % en 2 ans seulement. C'est des données de 2019 à 2021. Quand le nombre de personnes, de jeunes médicamentés pour le trouble de déficit de l'attention, au Québec, il est le double de la moyenne canadienne. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça qu'on veut? La prescription de psychostimulants chez les moins de 25 ans également en hausse constante. On est en fait parmi les endroits en Occident qui est le plus dans la surprescription. Donc, c'est un vrai sujet. Il faut cesser collectivement de bourrer nos enfants, nos ados et nos aînés de pilules à la moindre occasion, au moindre débordement d'énergie, au moindre problème d'insomnie. Et ce n'est pas d'être contre la médecine moderne, c'est de simplement faire l'observation que traiter avec des médicaments, c'est une chose, arriver à la santé de nos gens, c'est autre chose. Donc, c'est rien contre les médicaments, mais plutôt pour la santé. Il faut aider nos gens à s'affranchir des médicaments et, comme le disaient nos conférenciers tantôt, leur permettre de définir eux-mêmes la santé qu'ils veulent avoir comme richesse. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'on nomme un problème en disant « on n'a pas toutes les solutions, mais nous, on a le courage de nommer le problème ». Peu importe ce que les autres vont dire le lendemain, on nomme les choses. Puis on consulte, puis on travaille fort, puis on réfléchit. Et d'ores et déjà, on peut s'engager au fait qu'un gouvernement du Parti québécois va mettre de l'avant une réelle stratégie pour l'usage optimal des médicaments, pour sensibiliser tous les futurs professionnels de la santé à cet enjeu de société. Et je suis convaincu que ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on va entendre tantôt, sera la pierre angulaire d'un changement important sur le plan de la santé dans l'histoire récente du Québec. Et ce sera notre œuvre. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Et je trouve ça très motivant parce qu'il en va du bien-être de tout le monde. On ne manque pas de projets au Parti québécois, à l'évidence. Ce qui m'amène à parler d'un autre projet. Je veux glisser un mot sur les élections qui s'en viennent rapidement, et pas les élections dans 2 ans, mais plutôt les élections partielles, parce que ça fait maintenant près de 3 mois que M. Pierre Fitzgibbon a démissionné pour cause de manque de motivation. En fait, non, ce n'est pas correct. Il a dit ça, mais il a également dit qu'il est en amour. J'aimerais clarifier pour tous les membres du Parti québécois que c'est possible d'être en amour et de compléter son mandat en politique. Sans blague. Blague à part, c'est simplement que les gens de Terrebonne ont droit à un député. Puis je ne vois rien, moi, à part des considérations électoralistes qui motivent la décision de la CAQ de ne pas tenir ces élections partielles. Et ce qui est de particulier avec nous, au Parti québécois, c'est que nous, on a plein de motivations pour les gens de Terrebonne. Donc, on ne se peut plus, là, d'être à Terrebonne et parler de notre motivation. Donc, à un moment donné, évidemment, on va aller à la rencontre des gens de Terrebonne, on a commencé, mais je demande à François Legault d'arrêter de priver les citoyens de Terrebonne d'un député pour des raisons uniquement partisanes, ce qui m'amène aussi à parler d'une autre personne qui a décidé qu'il y avait mieux à faire que d'être à la CAQ. C'est comme une tendance à l'échelle du Québec, des gens qui quittent la CAQ. À Victoriaville, on a vu un député de la CAQ décider qu'il n'avait plus la motivation et qu'il trouvait plutôt sa motivation auprès de Pierre Poilievre. Et donc, ça devrait amener à sa démission dans les prochaines semaines, dans les prochains mois.
Et aux gens, donc, de la circonscription d'Arthabasca, je dis la même chose. Vous méritez un ou une députée qui est pleinement commis, qui est prête à s'engager pour son monde et s'engager pour l'ensemble du mandat pour 4 ans au complet. Et ça, le Parti québécois offre ça. En passant, ce n'est pas rien ce qui s'est passé hier. Je ne sais pas à main levée ceux qui étaient présents au rassemblement citoyen de Victoriaville. Quelques personnes. Il y avait 300 personnes. Trouvez la dernière fois qu'on a rassemblé 300 personnes pour le Parti québécois à Victoriaville, c'est un signe. C'est un signe qui doit nous encourager à travailler encore plus fort si on nous donne cette opportunité d'une élection partielle dans Arthabasca. J'ai trouvé ça impressionnant, non seulement sur le plan de la qualité des échanges, mais le soutien qu'on avait. C'est un moment qui, je pense, va motiver plusieurs bénévoles à tout donner advenant une élection partielle. On est très, très motivés, je le souligne à nouveau. Et petit à petit, donc, le Parti québécois est en train de bâtir la meilleure équipe en vue des élections de 2026. Une équipe de personnes compétentes. Une équipe qui vise à ce que le Québec puisse aller plus loin, puisse trouver des solutions à ce qui semble insoluble. Et c'est parce qu'après 7 ans ou presque, un peu moins de 7 ans d'années au pouvoir, lorsqu'on regarde ce que la CAQ a fait ou n'a pas fait, on est en droit collectivement de se poser les questions suivantes. Est-ce qu'il y a des Québécois qui pensent qu'on est dans une meilleure situation globalement aujourd'hui qu'il y a 7 ans? Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est moins cher de se loger? Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est moins cher de faire son épicerie? Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est plus facile d'avoir accès à un médecin de famille ou à des soins de santé? À l'évidence de ce qu'on a entendu tantôt, est-ce qu'il y en a qui pensent qu'on est en meilleure santé aujourd'hui qu'il y a 7 ans? Est-ce que c'est plus facile d'avoir une place en CPE? Est-ce que le français a cessé de décliner? J'ai une liste interminable, je vais arrêter cela, mais ça compte à un moment donné. Le sentiment qu'on n'avance pas, il faut changer d'approche et se donner un gouvernement qui fait autre chose que prétendre qu'on va obtenir des gros gains dans le Canada. Parce que c'est ça la réalité. C'est que le nini caquiste, c'est-à-dire l'espèce de manière de dire qu'on n'est pas fédéraliste, on n'est ni indépendantiste, au fond, ça a donné un néant politique dans le cadre duquel on n'avance pas sur ce qui compte pour nous. Je pense qu'on a donné assez de chance à la CAQ. Je pense qu'on a donné assez de chance à François Legault. Je pense qu'à ce stade-ci, les gens ne croient plus en la parole de François Legault. Donc, nous avons besoin de manière urgente d'un gouvernement qui ne met pas la majeure partie de son temps et de ses énergies à tenter de protéger son image. Parce que c'est ça la compétence principale de la CAQ, c'est la maîtrise de l'art des communications. Mais ça se traduit comment dans la vie des gens? René Lévesque avait quelque chose de très intéressant là-dessus. Il appelait ça, j'ouvre les guillemets, des génies de la compétence de façade. C'est bien dit, et ça reflète exactement. Donc, on a besoin de manière urgente d'un gouvernement qui s'intéresse aux questions de fond, qui se soucie de la qualité des politiques publiques qu'il met de l'avant, qui planifie et évalue en amont les impacts de ses gestes, qui fait les suivis nécessaires après les politiques publiques pour que ça devienne des réalisations politiques, qui incarne la rigueur dans la manière de travailler. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que les Québécois veulent et méritent un gouvernement normal. Un gouvernement qui fait simplement son travail, un gouvernement de saine gestion qui est orienté à la base sur l'intérêt public et non pas les communications. Oui, je pense qu'on mérite ça. Un gouvernement qui arrête de faire des ballons d'essai au détriment de la qualité du discours public, au détriment de la confiance, je pense que ce n'est pas trop demandé. Il y a réellement une désorganisation en ce moment dans ce gouvernement, dans à peu près tous les dossiers, qui ressemble beaucoup, lorsqu'on est à l'Assemblée nationale vis-à-vis de la CAQ,
qui ressemble beaucoup à le même manque de motivation que j'ai mentionné tantôt. Donc, c'est l'heure de réparer ce qui a été brisé. Et il n'y a que le Parti québécois qui est en mesure de faire ce travail-là, qui est très important. Il n'y a que le Parti québécois qui est en mesure de former ce gouvernement dont les Québécois ont tant besoin. Et il n'y a que le Parti québécois qui pourra, vis-à-vis de tous ces défis-là, parce que ce ne sera pas simple, une fois pour toutes, rapatrier tous les pouvoirs dont on a besoin pour arriver à nos objectifs, rapatrier les 82 milliards qui nous manquent. Je veux juste refaire cette phrase-là. Il nous manque 82 milliards pour faire notre travail convenablement. Donc, j'ai eu une parole respectueuse pour le gouvernement Couillard comme pour le gouvernement Legault. C'est l'échec de ces gouvernements-là dans ce qu'il y a de fondamental pour la population relève pas tant du fait que ce sont tous des incompétents, tous des sous-doués, etc. Non. Il y avait plusieurs personnes intelligentes dans ces gouvernements-là, mais ils se sont mentis à eux-mêmes sur l'essentiel, de sorte qu'ils ont dû travailler avec un peu plus que la moitié des impôts pour toutes les responsabilités les plus lourdes. C'est ça qui s'est passé. Donc, nous, on veut vraiment amener le Québec ailleurs, et ça implique l'indépendance du Québec parce qu'on va avoir tous les pouvoirs et tout notre argent. Et soyons conscients de la responsabilité qu'on a. Parce que l'itinérance, les problèmes à la petite enfance, des aînés qui sont délaissés, ce sont de vrais enjeux, puis c'est notre responsabilité, se donner les pouvoirs et les ressources pour prendre soin de ces gens-là, pour se donner une prospérité. C'est la responsabilité qui nous incombe à nous, au Parti québécois, parce que ce n'est pas Québec solidaire qui peut le faire. Ils sont trop pris dans leur dogmatisme idéologique auquel les Québécois n'adhèrent pas. C'est sûrement pas le Parti libéral du Québec qui peut le faire, un parti qui est de plus en plus détaché du Québec, je dirais même indifférent vis-à-vis des francophones, qui sous peu même pourrait devenir officiellement la succursale du Parti libéral du Canada, c'est pas rien. Donc, c'est à nous d'agir. Et en terminant, parce que c'est ça les 2 prochaines années, c'est de préparer ce moment-là, je veux réitérer que le Parti québécois que vous avez connu depuis 4 ans, sous mon leadership, mais sous notre leadership, j'inclus tout le monde là-dedans, ce parti ne changera pas. Il va demeurer droit malgré tout ce qui s'en vient. Et je veux le souligner. Parce que ça s'en vient. Ça s'en vient de plus en plus, on le voit, ça a commencé. Les fédéralistes chercheront à semer la peur. Ce sont les agents d'un système. Ce sont les agents d'un régime. Ce régime est en place depuis plus de 150 ans et ils feront tout pour maintenir leurs acquis individuels et le statu quo de ce régime-là. Pendant que nous, on donne l'heure juste sur tous les sujets, pendant que nous, on ose dire des vérités qui parfois dérangent, ils vont tenter de nous coller toutes les épithètes. Et à date, ça ne nous a pas ralenti, mais il faut se préparer parce que je ne vois pas comment ça va s'estomper. J'ai un message donc à leur envoyer de manière très, très claire. Nous allons continuer à être le parti qui dit les vérités, des vérités qui s'imposent, des vérités qui sont nécessaires parce qu'on a à cœur l'avenir du Québec. Je vais juste faire la liste rapidement, là, mais
Je vous ai mentionné le temps d'écran, comment ça a été reçu par le gouvernement de la CAQ avec une façon de nous ridiculiser. Puis aujourd'hui, non seulement c'est pris au sérieux par tout le monde, mais on a cette commission politique qui se promène à travers le Québec. Je salue Pascal Bérubé qui sillonne le Québec pour écouter, prendre au sérieux et apporter des solutions. Mais c'était la même chose lorsqu'on a parlé pour les premières fois des seuils d'immigration venant du fédéral. Et on a dit que ça va avoir les conséquences d'aggraver la crise du logement, les services publics, le déclin du français. On n'avait pas à ce moment-là entre les mains les mémos des fonctionnaires fédéraux qui écrivaient à Justin Trudeau pour dire exactement la même chose. Puis on a essuyé notre part d'épithètes, mais quelques mois après, ces mêmes personnes qui nous accusaient, tout d'un coup, adhéraient exactement aux mêmes arguments et aux mêmes constats que ceux du Parti québécois. Souvenez-vous aussi sur la langue française en 2020. Quel est le parti qui a dit « on est devant une situation sérieuse au niveau du déclin du français », c'était nous, puis sur le coup, on nous a traités d'alarmistes, de sensationnalistes. Il n'y a plus personne qui dit ça aujourd'hui. On va continuer à donner leur juste donc sur tous les sujets. Prenez le cas de l'école Bedford. On a été capable de nommer que c'était de l'entrisme religieux. Qu'est-ce qu'on a appris après? On a appris des cas de CPE. On est rendu à 16 écoles. Mais surtout, vous remarquerez que ceux qui avaient des propos sévères envers le Parti québécois en ce moment constatent qu'en effet, c'est ça le sujet et qu'on doit trouver une solution intelligente. On va continuer à dire des vérités difficiles sur le sentiment d'insécurité légitime, notamment à Montréal, lorsque des ados sont recrutés par des gangs de rue, des groupes criminalisés, essentiellement pour servir de chair à canon, de sorte que nous, on se pose la question quand on marche, est-ce que je suis en sécurité? Ça touche particulièrement nos citoyennes. Et on ne reculera jamais sur ces principes-là. Et ce sont des dialogues difficiles, ce sont des solutions qui sont difficiles à trouver, mais on est là, puis on veille au grain, puis on ne se préoccupe pas de ce que les gens diront au jour 1 du diagnostic, on se préoccupe de protéger ces jeunes-là. On se préoccupe de préserver la sécurité de tous les Québécoises et les Québécois, pendant que le gouvernement, honnêtement, semble soit impuissant ou un peu mou dans sa réponse par rapport à quelque chose d'aussi précieux et fondamental que la sécurité, et dans le cas des jeunes, là, du recrutement dans des groupes criminalisés. C'est inacceptable. Donc, merci. Donc, on ne changera pas. C'est ce qu'on est. On va se tenir debout avec des diagnostics parfois difficiles, mais également avec des solutions qu'on ose proposer. Peu importe le vent de face, peu importe les obstacles, ça s'appelle avoir le sens des responsabilités. Tout ça en mettant en valeur que nous sommes le seul parti porteur non seulement de solutions constructives, mais d'un projet de société constructif. Et ça nous distingue des autres partis. C'est fondamental. C'est à la fondation de notre parti. Ça nous distingue de certains partis qui sont dans l'affairisme et dans le clientélisme depuis des années. Ça, ce n'est pas nous. Ça nous distingue également de d'autres partis polarisants qui sont dans la politique négative constamment, qui prônent essentiellement la déconstruction de ce qui existe, mais sans nous indiquer qu'est-ce qui serait une solution constructive. On est le seul parti, en fait, qui cherche dans ses fondements à construire, à relancer, à bâtir, à aider. C'est ça le Parti québécois depuis sa fondation. Ça nous amène à voir l'avenir de manière optimiste, tout en étant conscient des embûches et des difficultés. Mais on est toujours en mode solution, peu importe le sujet. Être constructif, c'est de souhaiter de donner aux Québécois un environnement sain et durable. Être constructif, c'est accompagner les Québécois dans leur désir d'être plus en santé. C'est aussi de vouloir donner aux Québécois un système d'éducation qui est réellement égalitaire, qui donne une chance à tous, qui donne une place respectueuse à tous, peu importe les divergences de point de vue des parents. C'est ça, être constructif. Être constructif, c'est de vouloir voir des enfants épanouis, heureux, et non pas des enfants qui passent des heures devant leur tablette. Être constructif, c'est de vouloir enrichir collectivement les Québécois en misant d'abord sur nos PME québécoises.
Constructif, c'est vouloir défendre nos régions, être équitable entre chacune d'entre elles. J'aurais une liste interminable de ce qu'on fait qui est, dans son essence, constructif. Et quand on construit sur la vérité et la confiance, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une société et à soi-même. Et ça, c'est notre ADN. Nous construisons pour nous élever sans plafond parce que nous avons la plus solide des fondations. Nous sommes architectes de notre destin et il n'en tient qu'à nous. Demain nous appartient. Merci et bonne fin de Conseil national.